commencer. Philippe Arino, merci d'être là. Je présente en quelques mots. Philippe est professeur d'espagnol dans son premier métier. Il est également auteur de 4 livres sur l'homosexualité. Il tient également un blog excellent qui s'appelle L'araignée dans le désert. L'araignée du désert, ouais. Voilà, qui est très consulté. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il publie. Pourquoi on t'a invité, Philippe? Parce que quand l'association s'est créée, voilà, nous en tant qu'étudiants, un peu d'une aumônerie catholique, on s'est dit, bon, il faut aussi qu'on fasse qu'on organise des interventions qui puissent intéresser les étudiants, et notamment la conférence sur la sexualité avec Monseigneur. Voilà, il y a eu pas mal de questions sur l'homosexualité, et voilà, donc on s'est dit que ce serait pertinent de vous proposer une conf, un témoignage là-dessus. Et Philippe Arino, je pense que tu es assez bien placé pour témoigner de ça, puisque toi tu as été dans le milieu gay plus d'une dizaine d'années, tu as écrit des bouquins dessus, donc voilà, je pense que tu as une certaine légitimité à nous donner ton témoignage, à nous expliquer un peu ta vision de l'homosexualité, le sens que tu veux lui donner, puisque c'est le titre. Voilà, donc je te laisse la parole, et vraiment au nom de toute l'aumônerie et de l'école, des étudiants, on te remercie d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, je commence toujours mes petites interventions par une série de questions pour tester la température de la salle. Alors, c'est pas des questions inquisitrices ou trop personnelles, juste vous levez la main quand vous vous sentez concerné par le point que je vais souligner, donc très librement. Et puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi je pourrais lever la main ou ne pas lever la main à chacun des points. Alors, donc qui parmi vous connaît au moins une personne homosexuelle dans son entourage? Ok. Deuxième point, qui pense que l'Église catholique, par rapport à l'homosexualité, est un petit peu en retard, voire carrément homophobe? Troisième question, qui pense que l'amour homosexuel, même si c'est un amour différent, il est quand même authentique? Quatrième question, qui s'est déjà fait draguer par une personne homosexuelle? Cinquième question, qui pense que l'homosexualité, ça vient d'un traumatisme vécu dans l'enfance? Sixième question, qui a déjà assisté, enfin même vu simplement une gay pride? Septième question, qui pense que les personnes homosexuelles iront en enfer? Je passe. Huitième question, qui pense qu'on peut guérir de l'homosexualité? Donc bon, derrière cette question-là, il y a l'idée soit de maladie ou plus simplement de blessure. Qui pense qu'on peut guérir de l'homosexualité? Neuvième question, qui pense qu'un enfant peut être correctement élevé, bien élevé, dans un couple de même sexe? J'en ai 11. Dixième question, qui pense que l'homophobie vient majoritairement des personnes hétéros? C'est-à-dire que les personnes qui attaquent les personnes homosexuelles sont les personnes majoritairement hétéros. Onzième question, qui est content d'être là ce soir? Ça va. Merci. Bon, alors, si je pose ces questions-là, c'est pour vous connaître sans vous connaître, puis je ne vous demande pas de vous justifier. Moi, je vais vous parler, je vais répondre à certaines de ces questions-là dans mon petit topo, et puis vous aurez le temps, vous aurez tout le loisir de me poser après les questions que vous voulez, dans le temps d'échange. Donc moi je me présente un petit peu, enfin je l'ai déjà été, mais donc je vais avoir 32 ans, donc je m'appelle Philippe Arino, je suis passé à l'émission Dieu merci il n'y a pas très longtemps sur Direct 8, c'était une émission sur l'Église catho est-elle homophobe, et les catholiques sont-ils homophobes, et c'est une émission qui a bien marché puisque c'est le deuxième meilleur audimat de l'histoire de l'émission, donc il y a un besoin de la part et des cathos et puis de toute façon de notre société de comprendre. Donc finalement, ce soir, la question là, de ma conférence, elle est quand même finalement très, très cruciale. La question du sens, parce qu'on l'aborde peu, je trouve qu'on l'aborde peu. On est dans une société qui nous dit, voilà, l'homosexualité, c'est pas un choix,
Donc à partir de là, est-ce qu'on la questionne? Si c'est pas un choix, pas vraiment. Et puis est-ce qu'elle a un sens? On n'a pas vraiment trop envie de savoir. On se dit, on veut nous dire, ben voilà, c'est normal, faut accepter. Si vous n'acceptez pas, vous êtes homophobe, en gros. Mais c'est aussi bête que ça. Et puis si vous tiquez sur l'amour homosexuel, c'est que bon, vous avez quand même du retard. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc il faudrait qu'on accepte l'homosexualité comme quelque chose de normal, comme quelque chose de beau. Alors que moi, je le trouve ni anormal, ni beau. L'amour homosexuel ou le désir homosexuel, j'en parle tout simplement. Donc je ne justifie pas. Je ne suis pas en train de dire c'est mal ou c'est bien. Je suis en train de simplement vous en parler. Et quand on commence à sortir de l'idéologie, quand on commence à sortir de la justification, en fait, on se rend compte qu'on découvre un terrain absolument déserté et de ceux qui se disent hétéros, et puis le plus paradoxal, et des personnes qui se disent homo. C'est-à-dire que moi, j'évolue, je suis pas sorti du milieu, hein, je me revendique du milieu. J'y suis rentré en 2001, et je suis scié de voir les œillères que les personnes homosexuelles se mettent elles-mêmes par rapport à leur propre désir. Donc je suis scié parce que ils veulent pas réfléchir sur ce que ça peut signifier. Alors soi-disant ils disent ouais, je me suis posé des questions à une époque, mais maintenant je suis comme ça, point barre, je veux plus en entendre parler, et ils se dirigent tout de suite vers la recherche d'amour. Et ils ne se posent pas vraiment la question du désir homosexuel, qu'est-ce que ça peut signifier dans leur vie, comment c'est apparu, alors que je pense qu'au fond, si simplement nous nous posions un petit peu, on découvrirait qu'il y a énormément de choses à dire sur ce désir-là. Alors moi je vais vous parler de mon parcours, pour que vous ayez une petite idée de mon vécu. Je suis donc né à Cholet en 1980, donc pile en 1980, d'une famille de 5 enfants. Une enfance très heureuse, vraiment. Et puis, ma maman a été malade. Elle a fait une grosse dépression. Elle en est sortie, puisque maintenant elle a quasiment une deuxième vie à 46 ans, mais je crois qu'il y a... j'aborde la question de l'hystérie et aussi de la folie, parce que nous on s'appelle les folles, parfois on nous appelle les folles et nous on s'autodésigne comme folles, mais je crois qu'il y a un lien aussi entre homosexualité et psychiatrie. Même si évidemment c'est pas du tout dans le sens où on est fou, mais en revanche il y a un lien qui n'est pas de causalité. Et donc ma maman et mon père voulaient s'arrêter à 3 enfants parce qu'ils se sont dit maman est tellement malade, on va s'arrêter à 3 enfants. Et puis pochette surprise, en fait, mon frère et moi, on est arrivés sans vraiment s'annoncer. Donc j'ai un frère jumeau. Et puis mon père dit qu'on a guéri maman. On a guéri maman, on a aidé à sortir de la dépression. Alors qu'on n'était pas attendu. Donc c'est quand même ça, c'est super beau. Et puis mon frère et moi, on a une relation assez proche, très proche. Et je pense que moi, pour me distinguer de lui, certainement que j'ai forcé un trait de caractère où lui allait plutôt vers les garçons, et puis moi c'était plutôt les filles. Donc j'étais sous les jupes des filles, même à la récré, je me planquais. Je jouais pas beaucoup avec mes camarades et j'étais toujours avec les maîtresses. Et puis j'avais même un discours d'adulte, quoi. J'étais là, la maîtresse a raconté à ma mère qu'un jour je lui avais parlé des otages du Liban, parce qu'à l'époque c'était les otages du Liban dont on parlait à la télé, puis je lui avais dit les otages du Liban ne sont toujours pas libérés. J'étais en CP à côté de la maîtresse, donc je jouais pas beaucoup avec mes camarades. Puis finalement, je me retrouvais plus dans l'univers féminin. Donc je faisais de la corde à sauter, j'étais le cliché
du garçon qui se sait pas homo, mais qui a tous les indices pour, quelques années après, le penser. Hein, puisque j'étais très artiste, j'aimais les chanteuses, dans le secret de ma chambre, voilà, je playbackais les chanteuses, je faisais des chorégraphies, tout ça. Et donc voilà, donc j'ai passé une adolescence, enfin le primaire, tout allait bien. On ne me faisait pas suer, on ne me forçait pas à jouer au foot, parce que j'avais pas envie de jouer au foot avec les gars. Mais en revanche, l'arrivée au collège a été plus douloureuse, parce que là, les camps, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça se dessine. Et on nous dit, là c'est le moment d'aller draguer, là. Là c'est le moment d'aller avec les garçons, et si tu vas avec les filles, t'es bizarre. T'es bizarre. Et puis t'es non seulement bizarre, mais en plus on te trouve un petit peu maniéré, donc il y a les présomptions d'homosexualité qui commencent à descendre sur nous, et je crois que c'est encore plus vrai maintenant. Parce que le vocabulaire PD, moi je l'ai pas encore, enfin je l'entendais pas à mon époque, mais alors là maintenant, chez mes élèves, c'est enculé, c'est PD, enfin, je trouve que c'est encore plus marqué maintenant, donc un enfant qui reçoit ça, alors que les enfants, je suis pas sûr qu'ils comprennent exactement ce que ça veut dire. J'en tiens pour preuve que l'année dernière, dans mon lycée, non, il y a 2 ans, dans mon lycée, il y avait des lycéens qui disaient « Ah oui, c'est le prof qui est travelo ». Donc en fait, ils mélangent tous les termes, ils savent pas vraiment ce qu'ils disent, même au lycée. Donc PD, travesti, travelo, trans, pour eux, ça n'a pas vraiment beaucoup de... Enfin, c'est pas un référentiel très clair. Et donc, moi, on me traitait de fille, et je sais, je voyais, je comprenais déjà que mes camarades se moquaient de moi. Parce que ils m'imitaient, j'ai su qu'ils m'imitaient quand je me retournais, parce que simplement je devais me retourner de manière un petit peu stylisée, et j'ai compris ça, je comprenais tout. Et donc, même quand les camarades se moquent de notre féminité, on comprend tout. On entend tout, on comprend tout. Et c'est ça qui m'a fait souffrir plus que la découverte de mon désir homosexuel. Mon désir homosexuel, je l'ai su assez tôt, je l'ai su vers 10 ans. Là, c'est avec les films, c'est avec les catalogues par correspondance, la redoute, tout ça, quoi. C'est pas vraiment des êtres de chair qui nous apprennent qu'on est homosexuel. Je pense. C'est plutôt les acteurs, c'est plutôt les films, et c'est pas forcément d'ailleurs les films porno, ça peut être simplement suggéré. Et donc à 17 ans, là, avec mon cousin et mon frère, on a eu une discussion parce qu'on passait des vacances très, très régulièrement ensemble. Et là, nous, je trouve qu'on en a parlé assez tard par rapport, je crois, à la moyenne, mais bon, on en a parlé de qui nous attirait. Et puis moi, je leur ai dit à ce moment-là que j'étais attiré par les hommes. Donc ça s'est fait, voilà. Je ne l'ai pas annoncé frontalement à mon frère jumeau. J'avais un peu peur de l'annoncer frontalement à lui parce que voilà, on a passé l'enfance ensemble, quoi. On a dormi dans la même chambre jusqu'à la 6e. Et puis après, on a chacun eu notre chambre, mais on est resté très proches, donc je voulais pas qu'il le prenne trop pour lui, qu'il s'identifie trop. Puis finalement, lui, il est attiré par les femmes. Et puis, pourtant, voilà, on est vrais jumeaux, on a le même patrimoine génétique, donc ça c'est encore une des explications pour dire que l'homosexualité, on ne peut pas dire que c'est que génétique, puisque sinon mon frère serait homosexuel aussi, puisqu'on est des vrais jumeaux.